vidéo de vous parler brièvement du marché de monopole. Je vais vous présenter une petite comparaison entre le marché de concurrence pure et parfaite et le marché de monopole. Je vous donnerai une définition du marché de monopole et je vous exposerai les principales raisons qui sont à l'origine de la constitution des monopoles. En guise d'introduction, je vais vous dire que le monopole est une structure de marché qui se situe à l'extrême opposé de la concurrence pure et parfaite. Pour vous expliquer mes propos, je vais tracer une flèche qui va représenter pour nous l'intensité du pouvoir de marché des entreprises. Le point de départ de la flèche justifie zéro pouvoir pour les entreprises sur le marché et le point d'arrivée de la flèche représente le plein pouvoir. En fait, plus on avance du point de départ vers le point d'arrivée, le pouvoir de marché des entreprises va s'intensifier pour aboutir in fine à une structure de marché où l'entreprise en place va avoir le plein pouvoir. Alors sans grande surprise, vous avez compris que je vais tracer le marché de concurrence pure et parfaite sur cette extrémité, c'est-à-dire au point de départ de la flèche. Souvenez-vous que ce marché de concurrence pure et parfaite est régi par 5 conditions hypothétiques qu'on ne va jamais retrouver dans la réalité du marché. Je les rappelle brièvement: l'atomicité des agents, la parfaite mobilité des facteurs de production, l'homogénéité du produit, la transparence du marché et la fluidité du marché. Ces 5 conditions réunies ont été pensées afin de dénuer les entreprises de tout pouvoir de marché sur cette structure de marché. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont très petites et très nombreuses ne vont avoir aucune influence sur la détermination des 2 paramètres clés du marché qui sont le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Ces 2 paramètres sont issus uniquement de la rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée. Et ce prix d'équilibre va s'imposer aux entreprises comme étant une donnée exogène. Maintenant, à l'autre extrémité de ce segment, c'est-à-dire à l'extrême opposé du marché de la concurrence pure et parfaite, on va retrouver une structure de marché dans laquelle l'entreprise en place va avoir le plein pouvoir sur la détermination de ces 2 paramètres clés qui sont, je le rappelle, le prix et la quantité. Je parle bien entendu du marché de monopole. Alors ce marché est caractérisé par l'existence d'une seule entreprise en situation de monopole qui doit satisfaire à elle seule l'intégralité de la demande. D'accord? Cette entreprise en place, étant donné qu'elle est toute seule, elle peut fixer librement son prix et sa quantité. En revanche, on verra plus tard que malgré que l'entreprise est en situation de monopole, elle doit tout de même tenir compte de la demande. Elle est contrainte de la demande dans la fixation de son prix d'équilibre parce que la demande n'est pas complètement insensible à l'augmentation du prix. Entre ces 2 structures de marché, la concurrence pure et parfaite et le monopole, on va retrouver d'autres structures qui sont intéressantes et qu'on verra plus tard dans d'autres enregistrements, en l'occurrence le marché de concurrence monopolistique et le marché d'oligopole. Encore une fois, plus on avance vers le point d'arrivée de la flèche ou bien vers la pointe de la flèche, plus le pouvoir de marché va s'intensifier. Alors, je vous propose une définition conventionnelle du monopole. Il s'agit d'un marché caractérisé par l'existence d'un seul offreur ou bien d'une seule entreprise qui doit satisfaire à elle seule l'intégralité de la demande sans qu'il soit possible à de nouveaux concurrents d'accéder au marché. C'est-à-dire que sur ce marché, il existe de très fortes barrières à l'entrée qui vont empêcher tout entrant potentiel de pénétrer sur le marché. La deuxième caractéristique de ce marché est que le produit fabriqué par le monopoleur n'a pas de substitut proche. Il est très difficilement substituable et ces 2 caractéristiques vont faire que l'entreprise va avoir un pouvoir de marché. Le monopole ou bien le monopoleur peut imposer ses conditions sur le marché, notamment en termes de prix. Le monopole est alors price maker, contrairement à ce qu'on a vu dans la concurrence pure et parfaite où les entreprises sont price takers, c'est-à-dire qu'elles sont preneuses de prix. Ici, le monopole est faiseur de prix, c'est lui qui fait son prix. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, ce pouvoir doit être relativisé car le monopole reste tout de même contraint par la demande dans la fixation du prix. On verra plus tard que le monopole doit tenir compte de l'élasticité prix de la demande.
Parce que malgré le fait que le bien produit par le monopole n'a pas de substitut proche, la demande n'est pas complètement insensible à l'augmentation du prix. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Je vais à présent vous exposer quelques raisons qui peuvent être à l'origine de la constitution de monopoles. Je vais commencer par la situation la plus simple, ou bien par la raison la plus simple, qui est celle d'une réglementation de l'État. Il s'agit du monopole institutionnel. Dans ce cas-là, l'État peut décider que dans certains secteurs, seule une entreprise peut exercer l'activité et l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché est dès lors interdite par les pouvoirs publics. De nombreux services, notamment, sont réglementés et vendus par des entreprises publiques, comme par exemple le transport ferroviaire au Maroc, qui est exclusivement assuré par l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. Le but étant d'assurer le même service public à tous les consommateurs marocains. La deuxième raison de la constitution de monopole est l'innovation ou bien la recherche et développement. C'est ce qu'on appelle un monopole innovateur. Une innovation soldée par un dépôt de brevet peut offrir à l'entreprise des droits monopolistiques sur sa découverte. L'entreprise va dès lors bénéficier d'un droit d'exclusivité qui va lui conférer à elle seule la possibilité de produire le bien en question. Ce brevet d'invention peut concerner soit un produit, soit un procédé qui vont apporter une solution technique à un problème particulier. Je vais donner un exemple qu'on est en train de vivre en ce moment. Une entreprise qui découvre par exemple le vaccin contre le Covid-19 aura pendant un certain temps le droit exclusif de production et de commercialisation de ce vaccin sans que la composition du médicament puisse être copiée par quiconque. En revanche, ce type de monopole est temporaire ou provisoire parce que le dépôt de brevet est limité dans le temps. En effet, le titre d'un brevet d'invention protège l'invention pendant une durée de 20 ans dans un territoire. Passé ce délai, c'est-à-dire passé les 20 ans, le brevet tombe dans le domaine public et le bien peut être produit librement par quiconque qui le souhaite. La troisième raison qui peut être à l'origine d'un monopole est le contrôle d'une ressource rare ou d'une matière première. L'entreprise peut développer une position monopolistique car elle est la seule propriétaire d'un input nécessaire au processus de production. Ce monopole peut également être provisoire car d'autres entreprises peuvent découvrir des matières premières alternatives ou une autre technologie pour produire le bien du monopole. La quatrième raison derrière la constitution de monopole est l'existence de rendements d'échelle croissant qui va donner lieu à un type de monopole très particulier qu'on appelle le monopole naturel. Ce sont des entreprises qui ont des coûts fixes très élevés ou bien très importants. Pour les couvrir, elles doivent produire des quantités très importantes et donc avoir une taille maximale, ce qui implique l'existence d'une seule entreprise qui va monopoliser le marché. En effet, le volume de production de ces entreprises est tellement important qu'il devient réalisable par une entreprise seule à coût inférieur à celui de la concurrence. Ce type de monopole naturel peut également provenir de la lourdeur des infrastructures en réseau, comme par exemple les infrastructures électriques, ferroviaires, de distribution d'eau potable, etc. D'autres entreprises vont se retrouver incapables de dédoubler ces infrastructures lourdes et coûteuses. Des coûts fixes importants poussent les entreprises à produire des quantités très importantes pour les couvrir. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce cas de figure où l'entreprise va produire un rendement d'échelle croissant et dans ce cas-là, une seule entreprise de taille importante va monopoliser tout le marché. Le plus souvent, en fait, il s'agit d'entreprises publiques qui vont assurer la production de services, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, d'utilité publique pour les citoyens. Je reprends l'exemple de l'ONCF au Maroc, qui assure toute seule le transport ferroviaire. Dans ce cas-là, en fait, ça va être moins coûteux pour l'ONCF de produire le service en question, c'est-à-dire le service du transport ferroviaire, que plusieurs entreprises réunies. Il est moins coûteux pour le monopole naturel de produire seul le service que
pour plusieurs entreprises qui doivent dédoubler les mêmes infrastructures de réseau que l'ONCF. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec une seule entreprise qu'on va qualifier de monopole naturel. Alors, on peut justifier économiquement l'apparition des monopoles naturels par ce qu'on appelle la sous-additivité de la fonction de coût. Dans ce cas-là, il sera moins coûteux pour une entreprise seule, comme ce que j'ai dit pour le SCF, en position de monopole naturel, de produire un bien que pour plusieurs d'entre elles réunies. Je m'explique. Si sur un marché quelconque, nous avons N entreprises qui produisent un bien ou un service. Ces entreprises ont la même fonction de coût total. Chaque entreprise I va avoir la fonction de coût total que vous avez devant vous. Le coût total de l'entreprise I va être fonction de la quantité produite par cette même entreprise I. Alors, si le coût de production de la quantité totale, grand X, est inférieur à la somme des coûts de production de la quantité XI que produirait chaque entreprise présente sur le marché, cela va justifier l'apparition du monopole naturel parce qu'on va parler de sous-additivité de la fonction de coût. Je m'explique. Alors, si nous avons une seule entreprise qui produit un rendement d'échelle croissant, cette quantité grand X, elle est toute seule à prendre en charge l'ensemble de cette quantité grand X et bien entendu, elle produit cette quantité à rendement d'échelle croissant, sachant que dans cette industrie, les coûts fixes sont très importants. Alors, si le coût de production de cette quantité grand X assurée par une seule entreprise est inférieur à la somme des coûts de production de petites quantités assurées individuellement par les entreprises. Dans ce cas-là, c'est sûr que, en fait, il va être plus coûteux pour ces entreprises de produire la quantité grand X que pour une seule entreprise. Parce que justement, cette industrie est certainement caractérisée par des coûts fixes très importants. Et donc, pour pouvoir amortir ces coûts fixes, il faut obligatoirement que les entreprises produisent une grande quantité. Or, étant donné que nous avons N entreprises sur le marché, elles vont réussir à produire individuellement des petites quantités à coût très élevé. Si je fais la somme des coûts totaux de toutes ces entreprises, le coût total de l'entreprise 1, plus le coût total de l'entreprise 2, plus le coût total de l'entreprise 3, jusqu'à arriver à l'entreprise N, on va se retrouver avec des coûts totaux de production colossaux. C'est-à-dire la somme de ces coûts totaux de production va être très importante relativement au coût total supporté par une seule entreprise qui va assurer à elle seule la production de grand X. Dans ce cas-là, il devient plus intéressant pour cette entreprise de prendre en charge l'ensemble de la production de la quantité grand X, et donc elle va se retrouver dans une situation de monopole naturel, que pour plusieurs entreprises réunies pour produire cette quantité grand X. C'est ce qu'on appelle la sous-additivité de la fonction de coût qui va justifier l'apparition d'un monopole naturel. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant des catégories de monopoles. En fait, il existe trois types de monopoles: le monopole pur, le monopole discriminant par les prix et le monopole à plusieurs établissements ou à établissements multiples. Le monopole pur est la forme la plus simple du monopole. Il s'agit d'une seule entreprise qui va produire à elle seule un bien ou un service homogène pour lequel il n'existe pas de substitut proche. Elle va vendre son produit à tous les consommateurs au même prix. Ce monopole ne pratique aucune discrimination, par les prix bien sûr. Le monopole discriminant est un monopole qui va pratiquer une discrimination par les prix. C'est-à-dire que l'entreprise en position de monopole va pratiquer des prix différents pour différentes catégories de consommateurs selon l'impact qu'a le prix sur le volume de leur consommation. Je m'explique, cette entreprise va vendre son bien ou son service à des prix différents selon la disposition à payer de chaque catégorie de consommateurs. L'objectif de cette stratégie est de couvrir l'ensemble de la demande potentielle d'un bien. Aucune frange de la population consommatrice du bien ou du service ne doit être exclue. C'est ce qu'on observe par exemple à bord d'un train. On peut se retrouver assis à côté de consommateurs qui ont payé des prix différents, par exemple les étudiants, les seniors
ou bien des travailleurs de l'ONCF. Et la dernière catégorie de monopole est le monopole à plusieurs établissements ou bien à établissements multiples. Il s'agit d'un monopole qui ne pratique aucune discrimination par les prix. Il vend un bien homogène à un marché unique. La spécificité de ce monopole, c'est qu'il possède plusieurs sites de production. Il va répartir sa production entre plusieurs usines.